Et pour rentrer, je dirais, directement dans le vif du sujet, hein, il nous a semblé, avec Romain, important de pouvoir poser, je dirais, le décor. Un projet de plateforme e-commerce, qu'on soit pure player, je dirais, dans le cadre d'un projet, de mise en place de ce type de canal, qu'on soit dans une démarche d'amélioration de l'existant, ça reste un projet structurant et un projet d'entreprise qui ne s'improvise pas. Et en l'espèce, on va avoir, je dirais, une chose importante, c'est que ma stratégie commerciale aujourd'hui, qui décline de ma stratégie d'entreprise, s'appuie sur un modèle économique. Et ce modèle économique aujourd'hui, il peut être choisi ou peut être subi. Mais en l'état, toute stratégie d'entreprise, en l'occurrence, qu'elle soit de la consolidation, un travail vers de l'internalisation, une convergence de marque, de la croissance externe, bref, toutes ces stratégies d'entreprise, le cas échéant, ont des répercussions systématiques sur la façon dont je mène ou je veux mener ma stratégie commerciale. On va travailler sur de l'acquisition plutôt, sur une réduction de taux de remise. Bref, on va aussi travailler sur le canal ou le choix de canaux potentiels. On peut, dans l'idée, être un pure player et se limiter, je dirais, à cette démarche-là, mais on peut aussi imaginer avoir des boutiques en propre, on peut imaginer avoir un réseau de distributeurs, éventuellement un réseau de franchisés. Bref, tous ces éléments-là dans ma stratégie commerciale ont une réelle incidence sur le choix de ma plateforme e-commerce. Il nous a semblé, je dirais, à ce stade, intéressant de pouvoir poser, je dirais, le décor, hein, tout simplement parce que c'est, je dirais, la base de toute réflexion. Et un autre élément important, je dirais, qui constitue la stratégie d'entreprise, c'est, au-delà de la partie stratégie commerciale, c'est la stratégie marketing. Ces deux éléments-là étant des constituants assez importants du développement de l'entreprise. Et là, je vais passer la main à Romain. Merci Gatien. Oui, comme tu le disais, aujourd'hui, tous ces éléments saillants dans une stratégie d'entreprise doivent conduire à des choix d'outils pertinents, mais aussi à la définition d'une stratégie marketing la plus adaptée possible, et ce, dans un contexte e-commerce, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans ce qui peut de plus en plus s'apparenter à une jungle, et on va contextualiser. Globalement, il nous paraissait évident, mais nécessaire de rappeler aujourd'hui cette stratégie marketing s'appuie en partie sur cette méthodologie inbound, c'est-à-dire la capacité à aller attirer des inconnus sur mon site pour pouvoir les transformer en visiteurs, c'est-à-dire un badaud qui va consulter mon site et découvrir mon offre de produits, de services, pour les convertir et accompagner une transaction. On précisera un petit peu plus tard la nuance qu'on peut faire entre ces deux grandes étapes, pour les convertir en clients et idéalement en clients promoteurs, en clients ambassadeurs qui vont pouvoir appuyer mon discours commercial et être des relais dans ma stratégie d'acquisition. Quelques éléments de contexte pour poser cette intervention, à savoir qu'aujourd'hui, le monde e-commerce, pourquoi on l'a apparenté à une jungle? Parce qu'il faut rappeler aujourd'hui que la concurrence est de plus en plus rude. À noter que si on se base sur les rapports de la FEVA de l'an dernier, on constate que on a presque 30 000 nouveaux sites aujourd'hui qui sont lancés chaque année, c'est 27 000 l'an dernier, ce qui signifie une concurrence accrue, potentiellement des nouveaux concurrents, des nouveaux positionnements sur le marché, et en tout cas un business, même quand on se positionne en leader, qui est attaqué de toutes parts avec une nouvelle concurrence permanente. Dans un contexte où aujourd'hui le e-commerce, sous l'impact du Covid, on ne revient pas là-dessus, mais sur tout le développement des comportements mobiles en particulier, fait que l'achat e-commerce est devenu une nouvelle norme pour nombre d'entre nous, dans un marché qui est en très forte croissance. Aujourd'hui, plus de 15% de chiffre d'affaires généré sur le e-commerce en France sur les 3 dernières années, qui va représenter aujourd'hui 14% de la vente et du chiffre d'affaires généré sur la vente de détail, c'est-à-dire que 14% aujourd'hui des interactions et des transactions sur le marché B2C sont aujourd'hui réalisées en ligne. Et dans un contexte, alors soutenu par l'inflation, on le sait, mais où les Français consomment et dépensent de plus en plus en ligne. On a pour la deuxième année consécutive dépassé les 3 000 € annuels en moyenne dépensés en ligne, sur un rythme de plus d'une commande
hebdomadaire, c'est-à-dire un peu plus de 60 € dépensés chaque semaine. Donc dans ce contexte-là, un marché en croissance, un marché de plus en plus concurrentiel, évidemment, travailler sa stratégie marketing pour performer en e-commerce devient nécessaire. Et là aussi, ce qu'on souhaitait faire, c'est de manière très chronologique, travailler sur la première étape, qui est la capacité de ma plateforme et de ma stratégie marketing à attirer de nouveaux visiteurs. Et là aussi, quelques éléments de contexte, puisque le but est de générer du trafic, mais évidemment pas du trafic pour le trafic au risque de diluer son taux de conversion, mais un trafic qualifié. Rappeler les objectifs de cette stratégie d'acquisition, puisque premièrement, et c'est pour nous la première étape, parvenir à attirer sur ma marque, sur mon positionnement, sur mon image de marque, c'est-à-dire la capacité à asseoir sa notoriété sur une nouvelle audience. Parfois assumer une posture e-commerce. Donc ça, il faut le dire, on accompagne de plus en plus de marques qui, par le passé, ont engagé une transformation e-commerce pour vendre en direct, mais malgré tout en préservant un réseau de distributeurs, un réseau de revendeurs, c'est-à-dire ne pas passer vraiment la seconde sur cette activité en ligne, mais vraiment exister pour exister. Et on constate avec tous les chiffres que je vous ai rappelés sur les slides précédentes, un vrai basculement où aujourd'hui, la performance e-commerce devient une vraie problématique, y compris chez les marques qui travaillaient en demi-teinte jusqu'à présent. Une capacité à augmenter la connaissance client, ça c'est évident et on le verra, je pense, sur chaque étape, arriver pour ces marques à capter des informations sur son audience finale, et ça en vue d'améliorer son expérience, mais aussi potentiellement son offre pour s'adapter aux évolutions de comportement. Et là aussi, on le rappellera en fil rouge sur l'intégralité des étapes de ce parcours client, mais cette capacité à maîtriser des budgets et surtout des ROI réalisés sur les différentes campagnes investies sur cette phase d'acquisition, dans un contexte où aujourd'hui le coût des campagnes augmente, le coût par clic augmente, la concurrence augmente, on l'a dit sur la slide précédente, et donc maîtriser le ROI dans un contexte d'inflation et de budget marketing qui augmente est nécessaire sur cette phase d'acquisition. Et ça, aujourd'hui, je vais rapidement laisser la parole à Gatien, mais voir comment HubSpot peut soutenir cette stratégie et ces enjeux. Bah, effectivement, si je résume en quelques mots ce que tu viens d'expliquer, la phase d'attraction aujourd'hui, elle est effectivement d'abord de faire connaître sa marque, de faire savoir que ma marque va en direct pour certains e-commerçants qui étaient globalement pas forcément sur un canal direct auparavant, travailler son audience, investir à bon escient quand on veut effectivement investir sur toute la partie publicitaire. Mais de façon générale, en e-commerce, il faut savoir, la plateforme et la partie CMS est souvent portée par l'outil. On va dire aujourd'hui que ce que HubSpot peut proposer, surtout vous apporter, je dirais, une vision 360 de la capacité de cette même plateforme. Et donc, chez HubSpot aujourd'hui, la fonctionnalité CMS existe. Elle s'appelle Hub CMS. Elle vous permet de travailler toute la notion de mots-clés, de travailler sur des logiques de parcours, bien entendu, d'optimiser l'ensemble des index, des performances, tout ce qui va être lié à la sécurité, l'accessibilité. Prend en compte bien entendu la navigation sur tous les supports. Et ce qui va avoir aussi un certain intérêt, c'est de pouvoir justement, dans le cadre de toute la partie gestion de contenu, de pouvoir travailler sur tout ce qui va être topic et sous-topic. Et du coup, derrière, toutes ces fonctionnalités embarquées ont un intérêt parce qu'elles sont globalement derrière soumises à recommandations, soumises à performance, et c'est un vrai travail de test and learn. Il faut savoir également aussi une chose importante sur cette partie SEO, c'est qu'aujourd'hui, ça reste très clairement un des leviers les plus rentables en termes de ROI pour les e-commerçants sur du moyen ou du long terme, et ce, en termes de visibilité et en termes de trafic généré. Donc voilà, je dirais sur cette première partie-là, ce qui est également important, je dirais, en termes d'attractivité et qui aujourd'hui fait sens pour la plupart des marques, qui selon le modèle économique, selon la base clientèle sur laquelle elles se positionnent, peut passer par un ou plusieurs réseaux sociaux. La pertinence aujourd'hui d'un HubSpot, c'est justement de vous permettre de centraliser en un seul et même endroit l'ensemble de la diffusion
de l'envoi selon le média avec une adaptation qui va bien, et puis de travailler derrière sur une planification d'envoi, et puis bien entendu sur toute la partie test. Tout ce qui va être lié à la partie monitoring des mots-clés est un élément extrêmement important, avec aussi une notion de ROI. Et ça vous empêche, en l'occurrence, vous évite d'aller dans le back-office d'un Facebook, d'un Insta, d'un TikTok ou d'un LinkedIn. Et puis, bien entendu, pour traiter toute la partie monitoring aujourd'hui, ce qui va faire sens aujourd'hui sur un HubSpot, c'est justement de pouvoir avoir cette vue 360 liée à toute la partie audience, de pouvoir travailler sur l'ensemble des canaux, qu'ils soient réseaux sociaux ou autres, et vous permettre derrière de pouvoir, toujours pareil, adapter et traiter les choses, gérer aussi toutes les notions de mention pour vous éviter de passer à côté d'une conversation importante soumise par votre audience. Donc, c'est aussi quelque chose d'assez proactif permettant derrière justement de pouvoir toujours garder la main, et encore une fois, de façon diverse sur l'ensemble des médias qu'on adresse. Après, il y a un dernier élément sur la phase d'acquisition qui peut être, pour ceux qui ont la velléité de pouvoir investir quelques euros sonnantes et trébuchantes. Et là, pareil, chez HubSpot, on va pouvoir offrir sur un menu différent l'agrégation de l'ensemble des gestions de publicité que vous avez, publicitaire que vous avez, que ce soit du Google ou que ce soit des réseaux sociaux. Et ça, avec derrière, pareil, une vision, une surveillance de l'ensemble des coûts qui ont été faits, et derrière, du retour sur investissement que ça peut vous générer en termes de clics et d'ouverture. Voilà sur la partie attraction. Si on passe sur la deuxième phase. Sur la phase de conversion, en effet, si je synthétise ce que vient de dire Gatien, globalement, on est avec HubSpot sur une plateforme qui est capable de centraliser et de synthétiser une stratégie de visibilité, et ça, quel que soit le canal, et a priori, puisqu'on a investi de l'énergie, du temps, de l'argent sur ces campagnes et sur ces actions de visibilité et d'acquisition, le vrai but, une fois que ce visiteur est sur votre plateforme, c'est de ne pas le laisser en état de badaud, mais d'arriver à le convertir. Le convertir dans un premier temps, ce qui signifie obtenir de lui des premières informations pour pouvoir lui adresser un message a posteriori et idéalement une conversion. Dans un contexte où aujourd'hui, le vrai sujet réside dans la personnalisation de l'expérience. On sait qu'aujourd'hui, plus de 70% des clients en B2C et en B2B s'attendent aujourd'hui à obtenir de la marque ou d'une relation avec une marque un message personnalisé ou un parcours personnalisé. Précisément, c'est 73% des clients B2B et 71% des clients B2C. Donc, on voit aussi cette porosité aujourd'hui des univers où on avait des silos entre les activités B2B et B2C. Aujourd'hui, l'avènement de ce parcours mobile et de ces expériences digitales font que ces problématiques sont transverses, quel que soit le secteur d'activité. Et quand dans le même temps, seulement 9% des plateformes en ligne proposent des fonctionnalités et ou une logique de personnalisation, et ce, que ce soit en termes de contenu, de produits ou de messages sur le site, voire même dans les communications qu'elles peuvent avoir par l'intermédiaire de leur programme marketing et qui plus est de marketing automation. Donc, puisqu'on parle de personnalisation, on arrive à un sujet très critique d'aujourd'hui, dans un contexte où obtenir des informations devient de plus en plus compliqué parce que la data privacy est au cœur des échanges et des sujets avec mes clients, que le cookie tiers devient complètement obsolète et interdit. On n'est plus en capacité aujourd'hui de traquer de la même façon qu'hier, et qu'il va falloir parvenir malgré tout, pour adresser ce parcours personnalisé, à reconnaître son client, c'est-à-dire l'identifier, et ce, quelle que soit l'étape de son parcours, pour ne pas l'adresser comme un nouveau client systématiquement. Dans un contexte où aujourd'hui les parcours se complexifient, je peux très bien avoir un prospect à l'échelle de mon réseau de distribution qui est déjà client de ma plateforme en ligne. Donc, il y a un sujet aujourd'hui de réconciliation des expériences, d'instantanéité de l'expérience. Le marketing devient un jeu en temps réel aujourd'hui. On a vraiment cette problématique-là. Pour parvenir à segmenter son audience de manière pertinente, quand les critères générationnels d'hier, génération X, génération Y, génération Z, ne suffisent plus au regard de la complexité de ces parcours.
on est nécessairement aujourd'hui, et quand on parle de e-commerce, sur des problématiques d'information comportementale, arriver à capter les étapes d'un parcours de mon client. On est sur des informations transactionnelles, c'est-à-dire la capacité à comprendre ses achats passés ou à identifier un parcours comme similaire à celui des clients que je connais déjà pour pouvoir l'adresser de la même façon. Et en plus de ça, puisqu'on est dans un contexte de RGPD global et de data privacy où aujourd'hui la donnée personnelle devient chère, parvenir à faire comprendre à un client que lui demander des informations personnelles sous la forme de déclaration volontaire peut permettre une action bénéfique pour lui et évidemment pour ma marque, pour permettre de, ne plus perdre de temps, être adressé par le bon message, le bon produit et ce que je recherche, euh, dans ce contexte-là. L'exemple le plus flagrant, c'est une marque qui proposerait des produits de randonnée, d'alpinisme et puis potentiellement d'escalade, aller faire comprendre à un client que lui faire déclarer ses activités préférées pour ma marque va permettre de lui proposer les bons produits sans lui faire perdre de temps en découvrant des produits liés à des activités qui l'intéressent. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet et que là encore, HubSpot peut permettre de soutenir cette démarche de conversion. Donc effectivement, en effet, si je reprends un peu les trois niveaux que tu viens d'évoquer, hein, il y a dans la notion de personnalisation nécessaire, on va avoir des notions comment dire, d'événements comportementaux qu'il va falloir pouvoir claner, collecter d'une certaine manière. Il y a la notion de transactionnel aussi qui va apporter son lot, je dirais, d'informations. Et on va effectivement dans un cadre très contraint, pas contraint, qui est un cadre très logique aujourd'hui de RGPD et de data privacy, être dans une démarche d'essayer d'inciter finalement notre visiteur à laisser de l'information dans un cadre donné. Et sur ces trois éléments-là, ou ces trois niveaux, je dirais, de réponse, ce que peut en soi proposer aujourd'hui HubSpot, c'est d'abord de bien connaître ses clients, donc de travailler sur la notion de persona qui derrière va être enrichi en fonction d'énormément de critères qui sont finalement à la main des marketeurs et des gens de l'entreprise. Chacun de ces critères-là derrière étant autant d'éléments différenciants permettant de caractériser finalement mon persona et tout ce qui va finalement avoir besoin de récupérer comme information à ces visites. Et ce qui va être associé, je dirais, à la partie persona, pour pouvoir, je dirais, mieux segmenter les choses, on va être en capacité derrière d'apporter des notions de scoring avec cette particularité chez HubSpot aujourd'hui de pouvoir traiter du scoring positif, donc des actions positives, mais également négatif, ce qui en définitive permet une très très grande souplesse en termes d'approche et de segmentation au final. Après, ce qu'on va retrouver également qui peut être intéressant dans la captation de l'information de mon visiteur sur le site, toujours dans un but de glaner cette information-là, c'est toute la partie formulaire. Bon, là, on est sur des outils classiques liés à la partie drag and drop. On travaille juste à la souris pour pouvoir construire son formulaire. Le mapping qui va bien. C'est aussi à cet endroit-là qu'on peut potentiellement carrément demander à notre visiteur d'aller s'identifier ou de choisir le persona auquel lui correspond. Et puis derrière, en termes d'affichage, le traitement de façon multi-support et en haut, en bas, sous forme de pop-up. Là, globalement, tout est possible de ce point de vue-là. Et après, pour terminer ou pour terminer ou continuer, je dirais, sur la partie personnalisation, ce qui va être fondamental aujourd'hui sur HubSpot, hein, c'est d'être capable finalement, dans le cadre de cette personnalisation, d'apporter ou de proposer un parcours complètement adapté, quoi. Donc je parle directement à mon contact pardon, de ce qu'il veut. Et là, pour le coup, HubSpot embarque deux fonctions assez intéressantes. La première qui est la partie AB testing, avec toujours pareil, l'éditeur visuel pour construire son support, hein, mais aussi la possibilité de pouvoir choisir un échantillon de test et automatiquement derrière de pouvoir, sur la version gagnante, balancer, je dirais, la communication directement sur celle qui est la plus pertinente.
Et ça, avec aussi l'ajout d'un deuxième élément ou d'un deuxième niveau, je dirais, de personnalisation embarqué dans HubSpot, qui est lié à la notion de smart rules, donc de règles intelligentes, hein, pour lesquelles, en l'occurrence, sur un template de mail, par exemple, on va pouvoir imaginer sur un même template définir que telle zone a une règle intelligente associée derrière, et que, par exemple, on définisse que l'ensemble de mes clients sur mon segment qui ont acheté plus de 1 000 € sur mon site précédemment bénéficieront d'un coupon d'une valeur de 10 €. Les autres qui ont moins de 500 € bénéficieront d'un coupon de 5 € par exemple. Donc cette notion, je dirais, de personnalisation derrière fait que on est beaucoup plus efficient et beaucoup plus direct vis-à-vis du client à qui on s'adresse. Et je reviens sur la B-Test parce qu'on est passé très vite et beaucoup de solutions aujourd'hui, quelle que soit la brique de la DXP, le propose. Je disais tout à l'heure que le marketing était un jeu en temps réel et c'est là que tout l'intérêt de cette fonctionnalité d'A/B test prend tout son sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au regard de la quantité d'informations que je dois produire d'un point de vue marketing pour adresser tous ces segments si je suis dans une logique de personnalisation, au regard de l'énergie que je vais dépenser, au regard des budgets que je vais mobiliser sur toutes ces campagnes, la place à l'intuition n'existe plus et qu'aujourd'hui, faire reposer aujourd'hui des workflows, des campagnes d'emailing, des points de contact avec mon client sur la base de ce qui performe le plus n'est plus un choix. Et aujourd'hui, parvenir à reposer sur cette fonctionnalité pour adresser le message le plus pertinent au segment en question au regard de la campagne que je réalise est essentiel pour pouvoir tirer les meilleurs bénéfices et le meilleur ROI de mes actions. Exact. Et, et tout ça, si je complète aussi exactement avec la slide suivante, on a parlé de personnalisation de workflow, c'est-à-dire je déclenche le bon mail au bon moment en fonction de ce que j'ai identifié du parcours de mon client, de ce que j'ai identifié de sa volonté d'achat. Il veut acheter mon service, mon produit ou ses consommables. Peut-être que le cycle de vente il est probable que le cycle de vente ne soit pas réalisé dans les mêmes durées et donc que les éléments déclenchants ne soient pas réalisés au même moment. On a vu avec les Smart Rules que le message peut être individualisé au sein de l'email. On voulait ajouter une notion aussi qui est purement e-commerce, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette intelligence et cette personnalisation du parcours, elle existe aujourd'hui sur les plateformes e-commerce et parfois même sur des solutions dédiées à ces métiers-là, comme Nosto que vous avez sous les yeux, qui permet de faire reporter l'intelligence de la suggestion du bon produit dans un encart produit sur le site, mais y compris dans les emails, sur les produits les plus pertinents au moment de l'ouverture du mail. Si je l'illustre, c'est dans HubSpot la capacité de configurer mon workflow pour déclencher un email au bon moment avec le bon message, avec la bonne réduction, et un encart produit qui va suggérer les 3 produits les plus pertinents à mon visiteur. Les 3 produits les plus pertinents étant les produits que je souhaite vendre, parce que c'est pertinent pour le client, mais c'est aussi profitable pour ma marque, parce que je suis dans une stratégie de déstockage, je suis dans une stratégie où je suggère les produits sur lesquels je fais le plus de marge. Et dans le même temps, s'assurer au moment de l'ouverture que dans son segment, par rapport à, on revient aux données comportementales et transactionnelles, c'est-à-dire ce que je connais du parcours de mon visiteur, ce qu'il a vu, ce qu'il a acheté par le passé, ce qu'il a dans son panier et tous ces critères-là, les critères transactionnels de la plateforme, ce que mes clients ont acheté récemment dans un contexte de météo, d'inflation, etc., de ma plateforme et de ce que je sais proposer aujourd'hui sur ma plateforme, le produit plus pertinent, c'est-à-dire potentiellement que ce produit est en stock, ce produit est au bon prix, ce produit est associé à des commandes qui ont été réalisées par mon client par le passé, et ce, au moment de l'ouverture, et non pas au moment où j'ai lancé ma campagne, pour ne pas conduire à une expérience déceptive pour ce client. Après, si on avance, parce qu'on est globalement un petit peu en retard, sur la dernière étape de la frise du parcours d'achat ou du parcours client, le visiteur est devenu client ou devenu contact et acheté, donc il est là devenu client. Bah ça aujourd'hui, ouais, on peut rappeler, je le fais très vite du coup si on est pris par le temps, on l'a déjà vu des coûts d'acquisition qui augmentent de plus en plus, que ce soit sur les différents leviers, les différentes campagnes que je mène et les différents coûts par clic aujourd'hui qui sont proposés sur les différents médias et réseaux sociaux.
On a vu aussi une concurrence toujours plus large, c'est-à-dire que de plus en plus de marques et de sites aujourd'hui qui s'attaquent à ma marque, donc de l'importance de choyer ses clients pour les conserver dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Une stratégie où un client satisfait peut se transformer en ambassadeur et du coup devenir un levier au service de ma stratégie d'acquisition par l'intermédiaire des programmes de parrainage et de tout ce qu'on peut mettre en place sur les plateformes digitales aujourd'hui pour attirer de nouveaux clients en récompensant le parrain qui a déclenché l'action. Et puis dans une logique qui est assez basique quand on le répète, mais qui est une optique d'optimisation des performances marketing. On va parler de RFM, c'est-à-dire de la capacité à faire dépenser plus souvent un client sur ma plateforme au regard de ce que je connaissais par le passé. Et sur cette phase-là, aujourd'hui, HubSpot a inévitablement des réponses à apporter, hein, quelle que soit la typologie du client, toujours dans cette logique de personnalisation, avec des cas d'usage plutôt assez connus qui sont sur la notion d'abandon panier, sur la notion de promo, sur les notions de fin de contrat, sur les notions de date anniversaire. Enfin, il y en a énormément. Et là, on va s'appuyer sur une techno qui est plutôt assez intuitive également, hein, comme le reste de la plateforme, autour de la notion de workflow avec des conditionnels, un début, une fin, plusieurs modèles et modalités d'envoi. Donc ça, c'est quelque chose qui, en définitive, peut être une première réponse dans le cadre de la fidélisation, hein, pour conserver les clients comme tu l'expliquais. Et le deuxième niveau derrière, potentiellement, peut être aussi, dans le cadre du parcours d'achat de mon client, de pouvoir justement lui laisser la capacité de pouvoir interagir avec nous, avec un chat ou un chatbot, au travers d'une base de connaissances, et puis derrière, de laisser à l'ensemble des équipes du service client de votre entreprise la capacité de pouvoir structurer les réponses, automatiser, gérer l'expérience client en ayant de l'automatisation, une personnalisation toujours pareil de l'échange avec mon contact. Donc là, ce sont des choses qui aussi existent de façon native dans HubSpot au travers d'un hub qui s'appelle Service Hub en l'occurrence. Et puis pour terminer, ce qui nous paraissait intéressant pour finaliser un petit peu la présentation, c'est de traiter ou de proposer dans le cadre d'une fin de gestion de demande, dans le cadre d'une fin d'achat ou d'un processus d'achat, pardon, de pouvoir justement traiter et suivre l'ensemble de l'association client au travers d'enquêtes de SAT qui sont envoyées, toujours pareil, avec l'application directement, et qui permettent ensuite de pouvoir, au travers des différents indicateurs, avoir des actions correctives à amener et à apporter pour ramener potentiellement les détracteurs vers la notion de promoteur si on reste sur une trame NPS, mais ce n'est pas le seul indicateur possible sur cette partie satisfaction. On en a fini sur le webinaire. Je ne sais pas s'il y a quelques questions qui restent. Il y en a quelques-unes dans le module questions. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à poser les questions sur les sujets sur lesquels on serait passé rapidement, si vous avez des interrogations par rapport à vos projets en cours et dans la perspective d'un projet HubSpot. Si je les prends dans le désordre, il y a une question de Vanessa qui revient sur ce que tu présentais sur le chatbot, enfin sur le chat. Vanessa demande si le chat nécessite d'avoir une équipe ou si HubSpot propose un réel chatbot. Donc en version automatisée, j'imagine, sans équipe de relations clients derrière. Après, il y a effectivement deux niveaux de réponse. Il y a un premier niveau de réponse qui est effectivement qu'un chat, en l'occurrence, a cette contrainte d'interactivité immédiate ou d'immédiateté dans l'interactivité plutôt. Hein. Et là, ça nécessite d'avoir des équipes de service client derrière. Après, il y a aussi des fonctionnalités plutôt orientées chatbot dans lesquelles vous allez retrouver un certain nombre de solutions au travers de workflow et d'arborescence de réponses qui vont vous permettre, en l'occurrence, de pouvoir faire de la, comment dire, suggérer un certain nombre d'articles potentiels par rapport à votre fac et vous amener progressivement derrière, une fois que, si vous n'avez pas forcément la réponse, de pouvoir soit saisir ou remplir un formulaire et ou potentiellement avoir directement quelqu'un du service client si on reste Donc, je dirais qu'il y a les deux possibilités qui existent et puis des fonctions d'intelligence artificielle qui
qui vont venir, qui sont même déjà en place autour de ChatGPT. Enfin, Hub GPT ou GPT Hub, ou Hub Spot, je ne sais plus. Il y a un nom spécifique en tout cas, où l'intégration de cette intelligence artificielle aujourd'hui existe de ce point de vue-là. Il y a deux questions supplémentaires, je pense, sur lesquelles on peut s'attarder. Il y en a une, je pense, qui est plutôt méthodologique. La question d'Ayoub, c'est quand on a vu tout ça, par où commencer? Bah, c'est vrai que en posant le décor au début de notre intervention, on évoquait la notion de stratégie d'entreprise. Un projet aussi vaste que celui qu'on a essayé de parcourir aujourd'hui, s'improvise pas, c'est ce qu'on déclamait au départ. C'est un projet s'appuie forcément et fortement sur la vision de la direction, la vision portée par l'entreprise en l'occurrence, et la façon derrière dont cette vision et cette stratégie-là peut se décliner. Alors, tout à l'heure, on l'a expliqué, elle se décline sur un axe plutôt commercial et ou marketing. Mais en l'espèce, il faut invariablement commencer par ce début d'histoire-là, embarquer la direction, embarquer ensuite, si les choses sont claires, construire un groupe projet et travailler ensuite sur les besoins du quotidien, les besoins métiers à collecter. Mais il ne faut vraiment pas prendre les choses à l'envers et démarrer par la partie besoin. Il faut d'abord avoir cette conviction, ça a un intérêt pour l'entreprise, ou en tout cas, ça répond à un besoin de l'entreprise pour pouvoir aller plus loin. Je pense on peut la raccrocher à tout ça par rapport à l'ampleur de ce qu'on a montré aujourd'hui. La question de Véronique, cette fois, c'est rien sur les droits. Est-ce que HubSpot permet de gérer l'accès, fonctionnalité par fonctionnalité? Oui, bien sûr, HubSpot est une plateforme qui effectivement a cet intérêt de proposer du tout en un, avec une notion de sales, une notion de service client, une notion de market, une notion de CMS, et même une notion, je dirais, de boîte à outils permettant d'intégrer le HubSpot, la plateforme HubSpot avec votre système d'information, hein. Donc, évidemment, derrière, en fonction des profils, en fonction d'un certain nombre de besoins et de fonctions, vous allez pouvoir derrière gérer et faire afficher que ce qui est nécessaire, mais tout en préservant finalement une logique, une philosophie de fonctionnement qui est extrêmement cohérente du début à la fin, quel que soit l'utilisateur. C'est aussi derrière facilitant pour la prise en main et facilitant derrière pour l'adoption utilisateur au sens un peu plus large. Voilà. Il y a quelques autres questions, mais honnêtement, elles mériteraient d'être vraiment appuyées et détaillées. Donc, je suis pas certain que ce soit le lieu pour y répondre. En tout cas, on prend ces questions et on vous répondra en direct à l'issue de ce webinaire. Je pense Très bien. je pense qu'on peut conclure, Gatien, pour terminer notre intervention. Je vais conclure en remerciant tous les participants et en te remerciant, Romain, d'avoir été présent ce matin. Ben, merci à tous. Merci, Gatien, de cette petite dédicace. À bientôt. En tout cas, on vous transmet le replay, on vous transmet l'intégralité des supports proposés et n'hésitez pas à nous contacter si nécessaire en direct par rapport à notre intervention. Merci à tous.